Jusqu'au milieu du XXe siècle, servir un rôti était signe d'aisance financière. La viande, ça donne des forces, déclarait-on à grand renfort de vastes campagnes publicitaires. Aujourd'hui, une chose est sûre, la viande est devenue une marchandise de masse, bon marché, accessible à toutes les bourses. Chaque année, pour assouvir les plaisirs gustatifs des habitants de la planète, la somme inimaginable de 250 millions de tonnes de viande est consommée sous toutes ses formes, que ce soit grillée, en charcuterie ou autre, avec des conséquences dramatiques pour le climat, l'environnement, les animaux, mais aussi les hommes. Du point de vue scientifique, les éléments nutritionnels de la viande sont, en moyenne et en fonction du type de viande, 10% de graisse, environ 20% de protéines et 70% d'eau, auxquels s'ajoutent du fer, du potassium, du sodium, ainsi que les vitamines A, B, D et K. Des éléments dont l'organisme a besoin pour vivre. Est-ce que cela signifie pour autant que la consommation de viande est bonne pour la santé? Les gens pensent que la viande est un aliment de base. Pour pouvoir manger un morceau de viande, il faut tout d'abord tuer un animal. C'est un travail et rien de plus, pas de sentiment. Lors d'une consommation habituelle de viande, même s'il s'agit de viande de qualité supérieure, on absorbe inévitablement des substances nocives. À l'inverse des autres aliments, la viande est un cadavre, un morceau de cadavre. La viande vient toujours d'un être vivant, d'un être de la création. Lorsque nous mourons, notre chair se durcit. C'est ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. Après un certain temps, elle s'assouplit à nouveau. En termes de boucherie, on parle de viande rassie, c'est-à-dire que la viande est à nouveau assez tendre pour être consommée. En termes commerciaux, on parle de viande fraîche. En 1950, une personne consommait en moyenne 26 kg de viande. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à 60 kg. Une telle augmentation peut-elle avoir lieu sans conséquence? Le docteur Annemarie Gross est confrontée chaque jour à des maladies liées au mode nutritionnel. Nous recevons toujours plus de patients souffrant de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de surpoids ou de diabète. Les maladies articulaires augmentent également ainsi que les maladies tumorales, et cela malgré la médecine moderne. Il est intéressant de constater que les maladies augmentent avec la consommation de viande. L'idée répandue qu'il est nécessaire de manger de la viande pour être en bonne santé est depuis longtemps réfutée par la science. Au cours des dernières décennies, de nombreuses études épidémiologiques ont été effectuées et ont montré que la consommation de viande est en corrélation avec de nombreuses maladies, les grandes maladies dites de civilisation, comme par exemple les maladies cardiovasculaires, le diabète, le surpoids, la goutte, le cancer. Encore un exemple. En décembre 2010, ont été publiés les résultats d'une étude suédoise prouvant que le risque d'attaque cérébrale chez les femmes est en rapport avec la consommation de viande. Le docteur Hans-Günther Kugler dirige un laboratoire d'analyse en micronutriments.
L'un de ses livres s'intitule « Manger végétarien, oublier la maladie ». Il faut savoir qu'aujourd'hui, les maladies de civilisation représentent 30% des dépenses publiques de santé, tendance à la hausse. La consommation de viande est en rapport avec l'augmentation de poids. Les êtres humains deviennent de plus en plus gros. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il existe actuellement 1,7 milliard de personnes en surpoids. Et le surpoids est l'un des facteurs principaux du diabète de type 2, ce qui fait grimper de manière fulgurante le nombre de malades de diabète. Nous en sommes à 285 millions de diabétiques et la consommation de viande est assurément l'un des facteurs principaux de cette maladie. Le professeur Klaus Leitzmann a étudié pendant plusieurs années les conséquences de notre mode nutritionnel sur la maladie et la santé. Ce directeur émérite de l'Institut des sciences de la nutrition de Gießen en Allemagne est l'auteur de différents ouvrages dont certains font référence en matière de nutrition humaine. D'une manière générale, on peut constater que les produits animaux contiennent en partie des substances défavorables à l'organisme humain compte tenu de son style de vie actuel. Le cholestérol est livré exclusivement par les produits animaux et les acides gras saturés se trouvent également en majeure partie dans les produits animaux. En moyenne, ces produits contiennent également plus de purine qui, à travers le métabolisme, peuvent générer la goutte. Dans mes consultations, je remarque très souvent le rapport existant entre les maladies articulaires et une consommation élevée de viande. Les douleurs générées amènent les gens à faire appel à de nombreux médicaments antidouleurs, voire même à des béquilles ou des déambulateurs. Il existe déjà plus d'une centaine d'études qui traitent de l'influence de la consommation de viande sur les fréquences de tumeurs et l'une des corrélations les mieux prouvées est celle avec les cancers de l'intestin et du rectum. Les risques augmentent proportionnellement à la quantité de viande consommée. Un autre type de cancer est celui de l'estomac. Là également, il a été prouvé qu'une consommation journalière de 100 grammes de viande peut faire augmenter jusqu'à 5 fois les risques de cancer de l'estomac. L'Argentine et l'Uruguay font partie des plus grands pays producteurs et consommateurs de viande de bœuf de cette terre. Ces deux pays montrent également les taux les plus élevés de cancer du sein et de l'intestin. Ce n'est pas une preuve, mais un indice. Le docteur Hans-Günther Kugler éclaire les causes éventuelles. Différentes substances favorisent la croissance de tumeurs, comme par exemple le fer héménique, présent dans la viande, qui favorise la formation de radicaux libres, qui, à leur tour, endommagent l'ADN. Il existe également certains composés chimiques, les amines hétérocycliques aromatiques, qui se développent, par exemple, dans la viande grillée ou frite. Ces composantes conduisent à des mutations de notre matériel génétique, pouvant déclencher des cancers. La viande, un facteur de risque de développement de tumeurs, de la goutte et du diabète. La consommation de viande peut également influencer de manière négative la mémoire. Il existe des indices selon lesquels la consommation de viande irait également de pair avec les risques de la maladie d'Alzheimer. On a pu constater que les personnes souffrant de démence consommaient en moyenne plus de viande que celles qui ne sont pas touchées par cette maladie. Du point de vue médical, dire « la viande donne des forces », c'est simplement commettre une erreur et relève plutôt de l'absurdité.
La demande de viande continue à augmenter de manière impressionnante. Actuellement, dans le monde entier, 250 millions de tonnes de viande sont consommées par an. Selon une estimation de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ce chiffre sera multiplié par 2 en 2050. Henning Steinfeld est directeur du secteur de la politique d'élevage. L'augmentation de la demande de viande est conditionnée par l'augmentation constante de la population. Pourtant, la viande est particulièrement peu adaptée à répondre aux besoins alimentaires de la population mondiale qui augmente. À cette demande croissante, on répond avec des animaux nourris, la plupart du temps avec des céréales. Dans ce processus, on peut dire que la transformation de céréales en viande est particulièrement inefficiente. Cela entraîne des pertes et fait en sorte qu'aujourd'hui, plus d'un tiers de la production céréalière mondiale soit utilisée pour l'élevage. Pour la production d'une calorie animale, sont utilisées jusqu'à 30 calories végétales. De plus, la plus grande partie de cette énergie fournie par la nourriture est perdue dans le métabolisme de l'animal, à 90% chez les bœufs, par exemple. Sans passer par l'estomac de l'animal, la même quantité de soja et de céréales pourrait nourrir 10 fois plus de personnes. L'augmentation constante de la consommation de viande fait s'envoler les prix alimentaires et les pauvres ont toujours plus de mal à couvrir leurs besoins alimentaires. 6 moutons, 8 vaches, 25 lapins, 33 porcs et 720 poulets. C'est ce que mange un Européen en moyenne au cours de sa vie. Pour nourrir ces animaux, des céréales et du soja sont importés de pays comme le Brésil ou l'Argentine. Ces mêmes pays dans lesquels la population doit lutter contre la pauvreté. L'ex-rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, Jean Ziegler, est membre du comité de conseil des droits de l'homme aux Nations Unies. Son jugement a du poids. L'agriculture mondiale pourrait, sans aucun problème, nourrir 12 milliards de personnes. Autrement dit, chaque enfant qui meurt, pendant que nous parlons, est assassiné. Nous avons étudié les conséquences de la production animale globale sur l'environnement et tout particulièrement sur les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la variété des espèces. Dans son ensemble, l'élevage est responsable de l'équivalent de 7,1 tératonnes, c'est-à-dire plus de 7 milliards de tonnes de CO2. À l'époque de cette étude, cela représentait 18% de l'ensemble des gaz à effet de serre produits par les hommes. Ce qui pèse le plus sur la balance, l'élevage est responsable d'une grande partie du déboisement mondial. 70% des terres déboisées d'Amérique latine sont transformées en prairies pour les bovins. Deuxièmement, il y a les émissions de méthane. Ici, elles proviennent en majeure partie des animaux eux-mêmes, des estomacs des ruminants. Et troisièmement, il y a les oxydes d'azote, des gaz au potentiel à effet de serre 3 fois plus destructeurs que le dioxyde de carbone ou le CO2. Ces gaz proviennent du fumier, mais également du nombre impressionnant d'engrais utilisés pour la culture des végétaux nécessaires à l'élevage. En 2006, Steinfeld publie le rapport des Nations Unies intitulé « Les longues ombres de l'élevage », grâce auquel le monde entier prend pour la première fois connaissance de l'importance de la part de l'élevage dans la production des gaz nocifs pour l'atmosphère.
En matière d'émissions annuelles de gaz, une vache moyenne européenne peut être comparée à une voiture de classe moyenne. La production d'un kilo de viande engloutit 20 000 litres d'eau et 50 mètres carrés de forêt vierge sont arrachés irrémédiablement. La pollution qui incombe à la production d'un kilo de viande correspond à celle d'un déplacement en voiture de 250 km. En raison de quoi, ceux qui s'engagent pour la protection du climat réclament l'arrêt des subventions publiques allouées à la production de viande. Edmund Haferbeck, conseiller scientifique de PETA, l'association de défense des droits des animaux, critique depuis des années qu'en maintenant le taux de TVA rabaissé de la viande, l'État en favorise la consommation. En Allemagne, par exemple, le taux de TVA sur la viande est de 7% au lieu de 19%. Au-delà de ce fait, la production de viande est soutenue et financée par un très grand nombre de subventions publiques. Plus de la moitié du budget de l'Union européenne est allouée aux subventions agricoles et la plus grande partie de ces dernières investie pour la production animale. Toujours plus de concitoyens expriment à haute voix leur désaccord avec la politique agraire actuelle. Ils ne veulent qu'une chose, l'argent, l'argent et encore de l'argent. Seul celui qui, par son travail, s'engage socialement et écologiquement devrait recevoir des subventions. L'État allemand ne devrait plus avoir le droit de financer l'élevage intensif comme c'est le cas avec sa politique agraire. La viande est pire que l'alcool. La viande est pire que les cigarettes. La viande est pire que les alcools forts et c'est la raison pour laquelle, tout à fait logiquement, la TVA sur la viande devrait être augmentée. Les gens pensent que la viande est un aliment de base, c'est-à-dire qui appartient à l'alimentation de base de l'être humain. C'est une croyance erronée, une fausse information. Un tribunal allemand de haute instance a même constaté que, je cite, « La viande n'est pas un élément nécessaire à l'alimentation humaine ». La viande n'est pas un aliment en soi puisqu'elle n'est pas nécessaire pour vivre. Elle devrait donc être considérée comme ce qu'elle est, un produit dit de luxe comme le tabac ou l'alcool. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, dans son rapport annuel de 2009, demande l'instauration d'une taxe sur la viande. C'est une des possibilités de s'assurer que les producteurs dont les activités nuisent à l'environnement portent la responsabilité de ces nuisances. Ignorant toutes ces palabres, la transformation climatique, elle, avance. Globalement, la décennie 2000-2009 a été de loin la plus chaude jamais enregistrée, suivie des années 90 qui, à leur tour, étaient plus chaudes que les années 80. Un changement n'est pas en vue. Regardons les choses en face. La planète bleue est en train d'être détruite par la production de viande. Cela est prouvé scientifiquement. Nous devons changer de cap, sinon le pronostic est sombre.
Un Européen mange environ 65 kilos de viande par an. Mais que faut-il pour que le steak arrive dans son assiette? Edmund Afferbeck décrit ce qui se passe dans les stalles et les élevages industriels. Lorsqu'on va dans ces entreprises où sont tenus plusieurs dizaines de milliers d'animaux, par exemple des dindes ou des poulets, pour ce qui est des porcs, ils se comptent aussi par milliers, lorsque l'on entre dans ces bâtiments, on voit clairement pourquoi on parle d'élevage intensif ou d'élevage industriel. Dans des élevages de dindes et de poulets, nous avons vu des animaux putréfiés, laissés dans cet état pendant des semaines au milieu de leurs congénères. Le taux de mortalité est de 10%. Autrement dit, autant d'animaux qui meurent pendant la période d'élevage. Ils meurent et sont laissés là, sur le sol. Des animaux aux plaies ouvertes, par exemple dans les élevages de porcs, des plaies dues au fait qu'ils se blessent sur ce sol tubulaire. Puis, il y a le cannibalisme. Rongés par l'ennui, les animaux se mordent constamment la queue ou le moignon qu'il en reste. Ils mordillent jusqu'à la formation de plaies. Nous avons vu des porcs avec des plaies ouvertes au rectum. Pour de telles entreprises, des frais de vétérinaire ne sont pas rentables. Alors ces animaux ne reçoivent pas de soins. Toujours plus de personnes s'engagent en public pour les droits des animaux, tout comme il y a peu de temps, ces 22 000 manifestants à Berlin. Ces élevages industriels sont de la pure torture, une horreur, tout comme le fait que l'on donne cette viande à manger aux humains d'ailleurs. Je dois dire, je ne trouve pas de mots pour exprimer cela. Je suis tout à fait contre le fait de produire des aliments de manière industrielle, contre le fait que les animaux soient maltraités et considérés uniquement comme des marchandises et non comme des êtres vivants. Alors, l'élevage industriel appartiendra-t-il bientôt au passé? L'auteur et journaliste Hans-Ulrich Grimm en doute. Il a rassemblé un nombre impressionnant d'informations sur les thèmes de l'alimentation et de la santé et a jeté un regard dans les coulisses de l'industrie alimentaire. La situation telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas arrivée par accident. La situation est telle qu'elle parce qu'il y a de nombreux intérêts en jeu. Allez voir du côté de l'Allemagne du Nord, dans cette région où la torture des volailles va bon train, et regardez ce que proposent les concessionnaires de voitures. Des grosses cylindrées américaines, Jeeps, etc. Là-bas, les garages et les concessions Mercedes sont gigantesques. Dans ces régions, la torture animale rapporte. Je crois qu'il est très important que nous arrêtions enfin de tout faire par profit, surtout en ce qui concerne les produits alimentaires. Là, ça va trop loin. Nous ne pouvons tout de même pas laisser les animaux manger de telles saletés juste pour permettre à l'industrie alimentaire d'en retirer des bénéfices par millions. Les animaux devraient être traités avec soin, tout comme nous voulons être traités. Chacun d'entre nous doit faire le premier pas et acheter consciemment des produits certifiés de l'agriculture biologique. Je crois dans le pouvoir du consommateur. Quelles retombées ont de tels appels lancés aux consommateurs ?
Dans le cadre d'une étude faite en Allemagne au niveau national sur le comportement en matière d'achat de nourriture, 70% des personnes interrogées déclarent qu'un élevage qui respecte les besoins des animaux est, pour elles, un critère important. Que répondent à cette même question les clients d'un supermarché? Nous achetons toujours notre viande chez le boucher parce que là, nous savons d'où elle vient. Mais la viande vendue par le boucher du coin ou la vendeuse spécialité du petit supermarché d'à côté provient-elle d'animaux qui ont vécu heureux? Il faut savoir que 98% de la viande proposée à la vente est issue de l'élevage intensif conventionnel. 2% seulement, au maximum, viennent de ce qu'on appelle l'élevage biologique. Cependant, l'élevage biologique est lui aussi un élevage intensif, juste un peu mieux et avec une alimentation de base un peu meilleure. Mais la différence s'arrête là. C'est pourquoi chacun doit prendre conscience une fois pour toutes, toute viande vendue dans le commerce est normalement issue de l'élevage intensif. Le comportement d'achat serait-il différent si, sur l'emballage, on voyait des images de l'horrible réalité au lieu d'animaux guillerets? Que pensez-vous de cette proposition? Effrayant, non? En tout cas, je ne trouve pas ça appétissant, c'est sûr. Dégoûtant, tout simplement dégoûtant. Dans ce cas, je ne l'achèterai pas. En 2011, le professeur Dr Hubert Weiger, président de l'Organisation de protection de la nature et de l'environnement Bund en Allemagne, réclame plus de transparence dans le secteur de la production de viande. Sa proposition, mettre sur les étiquettes des produits carnés des images montrant les conditions d'élevage des animaux abattus. Je trouve ça bien. On devrait voir dans quelle étable ils vivent. Je trouve ça bien. Je trouve ça très bien. Cet élevage intensif, ce n'est pas bien, pas sain. Ça rend les animaux malades et les consommateurs aussi, je pense. À l'abri des regards, dans les abattoirs, la vision de l'abattage réglé et efficace est épargnée aux consommateurs. Hubert Liebertz était boucher. Il décrit en détail le déroulement de l'abattage porcin. Le déroulement normal est le suivant. Les porcs arrivent, ils sont débarqués, conduits dans la halle. Alors ils sont mis dans des gondoles métalliques qui, à la chaîne, les plongent brièvement dans une fosse à gaz, le gaz de la mort. Avant, on faisait ça avec une tenaille électrifiée. Les porcs étaient tout d'abord arrosés, puis ils rentraient et étaient anesthésiés avec la tenaille. Une décharge électrique, on comptait jusqu'à 23 secondes, suffisent. Puis les animaux étaient accrochés par les pattes arrière. La station suivante était la saignée. Dans un abattoir allemand de taille moyenne, on abat 200 porcs à l'heure. Le déroulement du travail est rationnel et structuré. Halle d'arrivée des bestiaux, halle d'abattage, chambre froide et récupération des abats. Toutes les étapes sont à proximité directe les unes des autres. Puis, ils passaient par l'échauffage, où ils étaient plongés dans un chaudron d'eau chaude, pour ainsi dire, avant de passer à l'épilage, l'élimination des poils par des racleurs. Puis, ils passaient au flambage, dans lequel les flammes au gaz éliminent les derniers poils. Ensuite, venaient l'éviscération, c'est-à-dire que les porcs étaient accrochés la tête en bas par l'une des pattes arrière et étaient éventrés pour ouvrir l'animal. Les pattes aussi sont écartées pour faciliter le retrait des abats. C'est également pendant cette étape que la langue était également tranchée en partie, de sorte qu'elle pendait à l'extérieur. Les yeux arrachés et les oreilles également coupées. Ensuite, les animaux étaient vidés.
Si tout le monde voyait l'abattage se dérouler devant ses yeux, je suis persuadée qu'un grand nombre de personnes, je dirais même la majorité de la population, ne mangerait plus jamais de viande, car ce qui se passe dans les abattoirs est absolument horrible. Journée porte ouverte à l'abattoir. Le directeur d'un abattoir du sud de l'Allemagne s'efforce de jouer la transparence, mais veut rester anonyme devant la caméra. Une fois par an, nous organisons une fête à l'abattoir, une fête familiale pour justement initier les familles au thème de l'abattage. Nous faisons des démonstrations d'équarrissage au cours desquelles nous équarrissons des moitiés de porc ou des quarts de bovin pour montrer aux consommateurs d'où vient l'escalope, par exemple, de quel morceau de l'animal elle est issue. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à confronter le consommateur au thème de la mort de l'animal. Ce sera un peu délicat, on ne veut pas trop. La consommabilité de la viande dépend en grande partie du fait que les muscles sont complètement vidés de leur sang. D'une manière générale, ce sont les muscles qui composent la viande consommée. C'est pourquoi l'animal n'est pas complètement tué avant d'être saigné. On parle d'anesthésie. En fait, on détruit certaines cellules du cerveau. Chez les bovins, ici en haut, dans la région du front. Puis on accroche l'animal par la patte arrière, on lui tranche la carotide et on laisse le cœur évacuer tout le sang grâce au pompage qu'il effectue encore. C'est une étape très importante dans la pratique de la boucherie car si toutes les veines ne sont pas vidées, la viande sera pratiquement immangeable. Autrefois, quand un bœuf ou une vache était saigné, il ne coulait pas seulement de quoi remplir un verre de bière ou de jus de fruits, mais des fûts entiers de sang. Lorsque j'étais apprenti et qu'on saignait 2 vaches, on pataugeait littéralement dans le sang jusqu'aux chevilles. Il faut savoir que la mort appartient au processus de production alimentaire. Cela fait partie de la vie. Nous ne faisons rien d'immoral, de non éthique. Nous produisons des aliments de la plus haute qualité au service du consommateur, des aliments sains, sans danger. Dans cette optique, pour moi, le sang qui coule représente une part de ce processus. Quand on exerce cette profession pendant un certain temps et qu'on travaille constamment sur la chaîne d'abattage, on devient de plus en plus insensible. On perd tout simplement sa sensibilité. Dans le processus d'abattage, optimiser l'acte de tuer est la réalité quotidienne de tous les employés de la chaîne. Lorsque l'on abat les porcs, ils hurlent. Et lorsque les vaches te regardent dans les yeux, avec leurs grands yeux, il y a bien 1 ou 2 fois où l'on se dit « Non, je ne vais pas pouvoir faire ça longtemps ». Alors, soit tu continues, et tu vas jusqu'au bout comme la plupart, soit tu arrêtes. Évidemment, on voit l'argent qu'on gagne. Ce n'est pas peu. Mais d'autre part, il faut compenser. La plupart ont commencé à boire. Autrefois, un très grand nombre avaient des problèmes d'alcool. De temps en temps, une petite escalope. Si je ne connais pas personnellement le porc, c'est OK. D'ordinaire, lorsque l'on mange de la viande, on ne réfléchit pas au fait qu'elle vient d'un animal. Ou bien, comment c'est pour vous lorsque vous mangez de la viande? Oui, c'est ça. On n'y pense pas ou rarement. À quoi on pense? À être rassasié.
Il fait de la bonne musique, mais je n'y crois pas trop. Parce que la plupart des gens ont tendance à refouler les choses. On voit régulièrement à la télé ce qui se passe dans les abattoirs. En fait, les gens devraient se dire « Mon Dieu, tout ça, c'est de la vraie torture !» Et que se passe-t-il? Rien. Les gens retournent manger un steak et vont prendre un gyros ou une saucisse frite au coin de la rue. La viande bio est-elle une alternative? En tout cas, l'étiquetage bio promet de meilleures conditions d'élevage, des animaux mieux nourris et moins de substances nocives dans le produit fini. La demande a augmenté, tout particulièrement après les scandales de la dioxine et des antibiotiques. Notre conscience a-t-elle pour autant raison d'être tranquillisée? La viande bio reste de la viande. La viande est toujours un produit venant d'un être de la création, du règne animal, qui, même s'il a été élevé selon des critères bio, n'en est pas moins abattu pour sa chair. Nous sommes allés visiter quelques boucheries campagnardes dans lesquelles les animaux bio sont abattus de manière bio. Et nous avons constaté que la méthode d'abattage est exactement la même. Les appareils et les techniques d'abattage sont les mêmes, qu'il s'agisse d'animaux d'élevage, conventionnels ou bio. À l'abattage, il n'y a pas de différence pour ces bovins et ces porcs. Le matériel génétique du porc est à 98% semblable à celui de l'être humain. De ce point de vue, il devient intéressant pour l'homme en tant que livreur d'organes. On reconnaît au porc l'intelligence d'un enfant de 3 ans. Il pleure, ressent la tristesse et la peur. On ne peut pas torturer les animaux et croire que la viande qu'on en tire serait bonne pour la santé. Il existe un principe simple, une loi de la nature très simple, que les sciences naturelles connaissent bien et qui dit « toute action engendre une réaction », c'est-à-dire la loi de cause à effet. La lutte contre la mort et l'angoisse qui le gagnent font monter en flèche les hormones de stress dans le corps de l'animal. Une étude faite en Grèce, l'étude Attica, montre un rapport concret entre la consommation de viande et l'angoisse. Cette étude a analysé les effets de la consommation de viande sur la psyché. Ainsi, il a été observé que chez les femmes, la consommation de viande est en rapport direct avec le taux d'anxiété. J'observe des choses similaires chez mes patients. Certains d'entre eux remarquent qu'ils sont plus irritables, plus agressifs lorsqu'ils mangent beaucoup de viande. La douleur, le bonheur et le malheur. Hubert Liebertz a appris à connaître ce que ressentent les animaux. On abattait aussi des veaux. Ils étaient toujours passés en dernier. Puis, un jour, j'ai vu une larme dans les yeux d'un veau. Et à partir de là, ça a été fini. Je ne pouvais plus. En passant devant mon chef, je lui ai donné mon tablier, remis mes outils et je lui ai dit de m'envoyer les papiers, que je ne pouvais plus continuer. La viande est vitale pour les bouchers, mais pas pour le reste de la population. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont pris conscience des avantages d'un mode d'alimentation végétarien. Une étude menée en juillet 2010 par l'Institut de sondage EMNID rapporte que 51% des Allemands veulent manger moins de viande à l'avenir. Dans le monde entier, aux États-Unis et en Angleterre par exemple, mais également en Allemagne, de nombreuses études montrent que les végétariens sont en moyenne en bien meilleure santé.
Puis il y a eu la célèbre étude du Centre de recherche allemand contre le cancer sur les végétariens et sur les effets de la consommation de la viande. Il a été mené sur plus de 21 ans et les résultats ont montré que la mortalité augmentait parallèlement à l'augmentation de consommation de viande. Les végétariens sont rarement en surpoids, ils ont rarement un taux de cholestérol élevé, leur tension artérielle est normale, leurs analyses du foie présentent de bien meilleurs résultats, en moyenne tout leur corps est en meilleure santé. Aujourd'hui, il y a longtemps que celui qui veut devenir végétarien n'est plus traité comme un marginal. On peut paner comme on a l'habitude de le faire, mais peut-on paner sans œufs ? La réponse est oui, et j'espère que je vais bien le réussir devant vous, parce que c'est possible. Les cours de cuisine végétarienne sont de plus en plus appréciés, mais beaucoup ont des difficultés à lâcher des habitudes alimentaires entretenues depuis des années. Christophe Michels donne du courage à ses élèves. Si vous avez été un gros mangeur de viande et que vous aimez les plats bien relevés, n'hésitez pas, grillez et assaisonnez autant que le cœur vous en dit. Cuisinez les légumes comme vous cuisiniez votre viande. Je vais vous le montrer. Ce qui fait le petit plus des grillades, et c'est le cas aussi pour la viande, c'est la croûte qui se forme. C'est elle qui donne l'arôme tant apprécié. Avec les légumes, on peut faire la même chose. On peut les mettre sur le grill, les frire, les paner. Toutes les fantaisies sont permises pour développer cet arôme qui n'est peut-être pas identique à celui de la viande, mais qui s'en rapproche beaucoup et qui, puissant en goût ou bien relevé, satisfera nos papilles. Mais l'être humain, autrefois chasseur et cueilleur, n'a-t-il pas toujours mangé de la viande ? Ici, les observations sont claires. Des 50 millions d'années en question, l'homme en a passé 45 à être exclusivement herbivore, fruits, feuilles, écorces, fleurs, noix. Sur ce point, les opinions sont pratiquement unanimes. Cette longue période d'évolution a bien sûr marqué notre anatomie, notre corps donc, mais également notre physiologie, notre métabolisme. Et lorsque l'on compare aujourd'hui les caractéristiques anatomiques et physiologiques de l'être humain avec, d'une part, celles d'un carnivore type du monde animal et d'autre part avec celles d'un herbivore type du monde animal, on constate que l'homme se range de toute évidence dans la catégorie des herbivores. C'est sans équivoque. J'ai toujours apprécié la bonne cuisine, autrefois carnée, aujourd'hui végétarienne. Le plaisir du palais n'en souffre pas le moins du monde. C'est très simple. Lexi. Charlie? 1 und 1 ist? Jo, feiner Jo. Hubert Lieberts a lui aussi laissé tomber la viande. Aujourd'hui, son menu se compose en majeure partie de plats à base de légumes. Son nouveau métier d'entraîneur de chiens lui a appris à comprendre les animaux. Komm mal hier, Schatz. Il y a les animaux d'élevage et les animaux ordinaires, mais pour moi, tous les animaux ont des sentiments et ressentent la souffrance, à la nuance près qu'ils ne l'expriment pas comme les hommes. Et là, pour moi, il n'y a pas de différence entre un chat, une souris ou tout autre animal. Je ne vois pas de différence, pas non plus avec les animaux dits d'élevage, comme les vaches, les bœufs, les porcs, ni aucun autre animal. Il n'aime pas se rappeler son ancienne profession. Je suis très heureux de ne plus être boucher aujourd'hui. Je suis heureux de faire ce que je fais, je suis content et je me porte bien ainsi. Et pourquoi tu le portes? Il a des pattes, le chien. Oui, mais toute petite. Et maintenant, je dors bien la nuit.